Bonjour Franck Riester. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député de Seine-et-Marne, vous êtes le patron de Agir, qui est le nouveau nom des constructifs de la droite constructive. Vous avez rencontré Édouard Philippe hier soir, le Premier ministre, qui vous a dévoilé, je suppose, ses projets en matière de réforme des institutions, de réforme de la Constitution probablement. Qu'est-ce qu'il vous a annoncé ? Une modernisation des institutions avec une partie sur l'organisation du Parlement, très importante, et on va y revenir, sur l'intégration d'un certain nombre d'éléments dans la Constitution un peu symboliques, comme la lutte contre le réchauffement climatique, la modernisation aussi de la Haute Cour de justice, bref, d'un certain nombre d'éléments qui sont objectivement pas fondamentaux, à mon sens. Ce qui est le plus important, c'est ce qui va être proposé, et on va, nous, y contribuer avec les contributions du groupe, UDI, Agir et Indépendants, c'est la modernisation du travail parlementaire. On a besoin d'être plus efficace dans le travail législatif. Et il y a des bonnes choses, notamment, par exemple, aller plus vite pour voter des lois. Donc il va y avoir une simplification. Limiter le nombre d'amendements, limiter le nombre de lectures et de votes sur les amendements. Alors, le nombre d'échanges avec le Sénat. Une fois qu'on s'est vu 2-3 fois, ce n'est pas la peine d'aller encore rajouter ce qu'on appelle des navettes, notamment après les CMP, les commissions mixtes paritaires. Ça va être simplifié, ça va dans le bon sens. Le nombre d'amendements, combien de fois on discute d'un amendement en commission, puis dans l'hémicycle, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Tout ce qui peut permettre qu'on fasse un meilleur travail. Plus vite. Plus rapidement. Est-ce que tout ça ne correspond pas, Franck Riester, à une petite façon de renier la capacité du Parlement à faire son métier ? Nicolas Sarkozy, dans la réforme constitutionnelle de 2008, avait accru les pouvoirs du Parlement. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de revenir en arrière ? Non, je ne pense pas du tout. Et il y a un point sur lequel on est en désaccord, c'est l'incapacité que pourrait avoir un parlementaire d'émettre des amendements. Mais il faut qu'il puisse les émettre. Très important. Puissent les émettre, mais ce n'est pas la peine qu'ils les émettent 15 fois, le même, et qu'on en parle pendant des heures. Une fois qu'on a parlé d'un amendement pendant un temps circonscrit, on peut passer à autre chose. Les Français ne supportent plus de voir ces séances dans l'hémicycle où on parle des mêmes choses sans aller d'ailleurs sur souvent l'essentiel de ce qui pose les problèmes à nos compatriotes. Donc ça vous satisfait. Alors on va parler d'autres points. Et avant d'aborder les 3 principaux points, ceux dont beaucoup d'hommes politiques débattent en ce moment, vous dites introduire la protection du climat dans la Constitution. C'est quoi ? C'est un nouveau principe de précaution ? C'est un symbole apparemment de mettre la lutte contre le réchauffement climatique comme un des objectifs principaux de nos institutions. C'est le rôle de la Constitution d'accueillir ce genre de mention ? Le rôle des institutions et de la Constitution est notamment évidemment de rappeler les grands principes aussi fondamentaux de notre société, de notre République. Et aujourd'hui, franchement, lutter contre le réchauffement climatique est une priorité. Lutter pour la paix aussi, ça n'est pas dans la Constitution, à ma connaissance. Non, mais il y a quand même quelques grands principes qui sont dans la Constitution et ça va dans le bon sens. À partir du moment où ça n'a pas trop de portée normative. C'est un peu de circonstance, c'est un peu une sorte de bricolage institutionnel de circonstance. Non, ce n'est pas un bricolage institutionnel, mais en tout cas, c'est de la politique. C'est bien de faire un peu de politique. Et des fois, des marqueurs et des symboles, ça compte. Le dernier à avoir fait ça dans le genre, c'est le principe de précaution qui était introduit par Jacques Chirac dans la Constitution. Beaucoup d'économistes aujourd'hui disent que c'est une arme anti-initiative, anti-risque, anti-innovation. J'y crois pas une seconde. Non. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a tellement d'autres freins à l'innovation, des freins fiscaux, des freins réglementaires, que ce symbole de dire on doit être prudent quand on prend un certain nombre de décisions et on doit lutter contre le réchauffement climatique, ça va dans le sens de l'histoire et dans le bon sens de l'histoire. Est-ce que la réduction du nombre des parlementaires, est-ce que le non-cumul dans le temps des mandats va dans le sens de l'histoire ? Oui, à partir du moment où ce n'est pas un outil au service d'un populisme soft, mais au service d'une revalorisation du rôle et du poids politique des parlementaires. Ça veut dire quoi ? Et je l'ai dit hier au Premier ministre, on doit renforcer les moyens donnés au Parlement. Moins de parlementaires avec plus de moyens chacun ? Exactement. Mais la Vox Populi dit que le parlementaire gagne déjà beaucoup trop bien sa vie. Des moyens, oui, la Vox Populi, mais c'est pour ça qu'on peut ne pas suivre forcément la Vox Populi. Vous savez, moi notamment, ce qui me différencie et ce que j'essaye avec mes amis de Agir la droite constructive, me différencie par exemple de Laurent Wauquiez et du parti de Laurent Wauquiez, c'est de ne pas être dans le populisme. C'est pas d'être forcément dans ce que les gens ont envie d'entendre. Mais ce qui paraît bon pour le pays. Vous dites populisme.
mécanisme soft. Si ça peut être perçu comme ça, si à côté de ça, il n'y a pas un renforcement des moyens des parlementaires, des moyens financiers. On ne va pas le mettre dans la Constitution, mais c'est très important, notamment en termes de collaborateurs. Un exemple, aux États-Unis, un député, un congressman, il a 25 collaborateurs, quand en France, on en a 2 ou 3. Et ils sont beaucoup moins nombreux à être congressman, donc moins de députés, plus de collaborateurs. 400 contre 577 en France, avec une population, comme vous le savez, aux États-Unis, qui est bien plus nombreuse qu'en France. Et le cumul dans le temps. Et attendez, et deuxième point qui est très important, c'est de pouvoir avoir accès aux services de l'État qui permettraient de renforcer l'expertise des députés. La Cour des comptes, le Conseil d'État et un certain nombre de services comme cela. Ça va être dans la réforme constitutionnelle, notamment la possibilité d'avoir recours à la Cour des comptes. Et nous avons proposé avec Jean-Christophe Lagarde d'avoir accès aussi au Conseil d'État. La limitation du nombre des mandats. Vous êtes, vous, député de Seine-et-Marne, à votre 3e mandat. Dans le monde idéal rêvé par Édouard Philippe et Emmanuel Macron, avec cette réforme des institutions qu'il propose, vous en seriez à votre dernier mandat, terminé, à la retraite, politique en tout cas. Dernier mandat consécutif. Moi, je pense qu'effectivement, ce point-là n'est pas le meilleur point de la réforme. Je pense qu'avec notamment le non-cumul des fonctions qui vient d'être mis en œuvre, on n'a pas encore mesuré... Vous étiez maire de Coulommiers, vous avez été obligé d'abandonner ce poste pour rester député. On n'a pas encore mesuré toutes les conséquences. Je pense que c'est quand même, in fine, plutôt une bonne chose d'avoir un mandat unique pour les parlementaires, à condition, encore une fois, et j'y reviens parce que c'est important qu'il y ait plus de moyens pour faire un vrai travail de parlementaire, de contrôle et de bon vote de la loi. Et pour autant, sur la limitation dans le temps, l'expérience parlementaire est une bonne chose. Je regrette que ça soit dans le texte. Non, je regrette que ça soit dans le texte. Mais comme il y a globalement des bonnes choses dans le texte, je n'en fais pas un chiffon rouge. Pour autant... Certains en font un chiffon rouge. Oui, je pense au Sénat, je pense à Gérard Larcher, par exemple. Est-ce que cet affrontement est évitable, à votre avis ? Écoutez, manifestement, non. L'affrontement n'est pas évitable. Enfin, l'affrontement, la discussion n'est pas évitable. Politique, bien sûr. On verra bien ce qu'il en sera en termes de décision finale des sénateurs. Mais la question, c'est référendum ou pas référendum ? Alors, non, attendez, parce que ça va dépendre de si c'est en loi organique ou en loi constitutionnelle. A priori, ça serait en loi organique. Donc, il n'y aurait pas besoin de la validation référendaire pour cela. C'est la partie limitation du cumul des mandats. Toujours est-il que ce qui est important, c'est d'envoyer un signal aux Français que nous voulons vraiment moderniser le fonctionnement de nos institutions au service d'un Parlement et d'institutions plus efficaces à leur service, au service du pays. Il y a des bonnes choses dans le texte. Il ne faut pas que cette limitation du cumul d'antan soit un frein à la fasse échouer l'ensemble du texte. Exactement. Est-ce qu'une partie de ce texte, selon vous, pourrait, sans risque, sans trop de risque, être soumise à référendum ? Moi, je préférerais que ça soit un vote parlementaire, parce qu'on sait bien que dans le référendum, malheureusement, parce qu'en France, on n'est pas habitué à faire régulièrement des référendums comme ça peut exister avec les votations en Suisse, par exemple, où ça devient une réponse à des questions qui ne sont pas la question posée. Pour ou contre le gouvernement. Voilà, en gros. Et puis plein d'autres choses. Et puis, on en a marre parce qu'on a des problèmes dans notre vie, on vote contre. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose, mais si ça doit être la solution pour faire passer le texte, il faudra y recourir. Un mot encore, le parti que vous avez fondé, Agir la droite constructive, a adhéré au PPE, c'est-à-dire au groupe parlementaire des droites au Parlement européen. Vous êtes un parti de droite et vous êtes une partie, assez souvent, de la majorité En Marche. Où est la vérité ? Alors, d'abord, Nicolas Bétou, on est en train de faire la demande au PPE, d'adhérer au PPE. Qu'après, il y a une procédure d'accueil, oui, ça devrait bien se passer. Vous exclut, ça devrait bien se passer. D'y rentrer. Vous savez, moi, des fois, je suis comme Saint Thomas, je vois que ce que je crois. Enfin, on a la volonté ferme d'adhérer au PPE parce qu'on est effectivement de droite. En France, il y a 2 partis de droite, il y a les Républicains et il y a Agir. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a compris avec ce qui s'est passé en 2017 avec les élections nationales, il faut être constructif. C'est-à-dire il faut ne pas s'opposer pour s'opposer, mais accompagner les réformes qui vont dans le bon sens. Et il y a un certain nombre de réformes qui vont dans le bon sens, que nous avons défendues, nous, à droite, pendant des années, et qu'on n'a souvent pas eu le courage de mettre en œuvre. Donc vous êtes dans l'opposition, sauf dans certains cas, c'est ça ? On est de droite, et on a envie d'accompagner à l'Assemblée nationale les réformes qui vont dans le bon sens et s'opposer à celles qui n'y vont pas, comme par exemple l'augmentation de la CSG que nous avons combattue. Et dans l'opposition et dans la majorité, comme d'autres sont, et de droite et de gauche. C'est peut-être ça, le nouveau fonctionnement de nos institutions. Merci Franck Riester. À bientôt.